Et du coup, avec toutes ces rencontres là dont tu parlais, est-ce qu'il y en a qui étaient plus marquantes peut-être que d'autres? Alors tu m'as envoyé des photos hier, j'ai pu en voir une déjà qui a été un peu marquante, je pense. C'est laquelle? Avec un petit monsieur à côté de toi, d'un certain âge, j'ai l'impression. Ah! Oui! Alors, on parle de Dick Smith, hein, bien sûr. Enfin, je Oui, crois, hein, tout à fait, tu me tout dis à si je fait. me trompe. Heu et en fait, bah, depuis que j'ai suivi ses cours, je me Mmh. suis toujours dit: «Ah, faudra quand même que je le rencontre», parce que bon, bah, c'est quand même le parrain des Ah oui, effets c'est clair. spéciaux. C'est quand même lui Mmh. qui a inspiré, on va dire, la quasi-totalité des gens qui sont, célèbres en tant que maquilleurs, aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre, il a inspiré des centaines de milliers de gens à s'intéresser au maquillage et au trucage et aux effets spéciaux. Et j'ai eu l'occasion avec un pote d'aller à l'IMAX, donc le trade show aux États-Unis, à Los Angeles, en 2010, et il était invité d'honneur. Et alors, j'ai parlé avec lui le samedi. On a parlé de plein de choses parce que bon, à l'époque, je venais de finir le Wolfman, j'étais sur Doctor Who. On a parlé de plein de gens qu'il connaît et que, bah, moi finalement, oui, je les connais aussi, et puis, il y en a même avec qui j'ai bossé, donc bon, c'était vraiment un échange alors que je le connaissais comme ça, mais c'était pas quelqu'un à qui je parlais tous les jours, mais on aurait Mmh. dit un échange de 2 personnes qui se rencontrent, sur le quai d'une gare et qui discutent, ou, dans un café, qui boivent une bière ensemble. C'était vraiment, vraiment sympa. Bon, le truc, c'est que à l'époque, il était déjà, bien atteint par, la maladie d'Alzheimer, et que le dimanche, quand je lui ai Mmh. dit bonjour, il m'a pas reconnu. Mais bon, ça c'est pas grave. Et la photo que je t'ai montrée, c'est à la toute fin du dimanche quand il s'en allait, et j'étais justement avec le gars qui m'a fait bosser sur, le voyage du Déméter, le truc en Suède qui s'appelle, Göran Lundström. Il me dit: «Mais, il y a Dick Smith qui s'en va, tu as pris une photo avec lui?» Je dis: «Bah non, j'ai pas osé», parce que bon, bah, il y avait beaucoup de monde autour de lui de toute façon. Je vais quand Mmh. même pas le déranger, il a 92 ans, bon voilà, il a peut-être un petit peu envie d'être un tout petit peu calme et loin de toutes les furies, même si ça se comprend un peu, mais bon, par respect pour l'âge de de la personne, je me suis dit: «Non, je vais pas aller l'embêter», puis il me dit: mais si, allez viens, je t'emmène». On a traversé en courant le salon et on l'a chopé. Il était à aller à 30 mètres de la sortie, et il était accompagné de la femme qui s'occupait de lui, qui était en gros sa tutrice, quoi, qui s'occupait de lui. Et je lui Mmh dis: mh. Mmh. «Est-ce que c'est possible, si ça vous dérange pas, de prendre une photo vite fait?» Elle m'a dit: «Bah, oui, mais vite fait parce que bon, là, on s'en va». «D'accord, d'accord». On a pris la photo en, allez, 1 seconde et demie, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre sur la photo, mais c'était, ouais, c'était un peu comme dans un rêve, c'était un peu flou, et j'ai pas vraiment réalisé que je Ouais. prenais la photo avec lui. Mais et je suis pas quelqu'un qui cherche, tu sais, les photos de vedettes ou de personnages, Mmh mh. Mmh. non, j'aime bien les voir, j'aime bien discuter avec eux. Je préfère ça à plutôt que: «Allez, on fait une photo, un selfie, machin». Non, enfin, déjà, moi, je trouverais ça un petit, enfin, je suis pas une vedette, hein, mais je le fais si on me demande, mais je trouve ça, non, c'est pas j'aime pas embêter les gens pour ça. Je trouve que c'est un tout petit peu du rentre dedans, un petit peu. Bon, après, voilà, non, non, mais c'était bien. En plus, le salon, c'était en 2010. Bon, j'en ai encore des souvenirs, qui sont précieux, donc non, non, c'est très bien. Bon, bah, écoute, en tout cas, ouais, ça devait être, assez magique, j'imagine, une légende comme ça, ouais, c'est sûr. Bah, et puis il y avait aussi, un autre salon que je voudrais faire qui s'appelle Monster Palooza, où Oui, là, bien il y sûr. a vraiment tous les maquilleurs possibles, imaginables. Et par contre, l'IMAX, c'est un peu différent parce que, bah, ça dépend aussi, il y a pas forcément tout le monde non plus, parce que ça dépend de ce que les gens font, s'ils sont occupés sur un tournage ou voilà. Mmh. Moi, je sais que le salon que j'ai fait à Los Angeles, il faisait partie de mon séjour. J'avais prévu de visiter des ateliers, de me faire un peu plaisir. Bon, finalement, j'ai pu en visiter qu'un parce que tous les autres étaient soit en vacances,
ce qui est assez rare, soit étaient pas disponibles parce qu'ils bossaient sur un projet qu'ils devaient garder secret, soit ils étaient en déménagement pour aller dans d'autres, murs qui étaient un peu plus spacieux, enfin bon voilà. Puis il y en a qui étaient ailleurs, qui se préparaient à aller sur un tournage, voilà. Donc bon, on peut pas tout avoir, mais non, c'était très, très bien. Moi j'ai bien aimé, et plus encore le salon anglais où là, bah, il y a des Américains, mais il y a aussi beaucoup d'Européens qui viennent, enfin qui venaient, puisque maintenant, je ne sais pas si le salon, il va reprendre après le Covid. Pour 2023, c'est mort déjà, donc on verra l'année prochaine. Mmh. Mais bah, quand tu as, par exemple, je me rappelle au tout début, donc en 2003-2004, il y avait Stuart Freeborn qui venait comme invité non officiel, qui s'installait dans un coin et qui racontait ses expériences de maquilleur avec Charlie Chaplin sur la guerre des étoiles, des trucs comme ça. Mais je sais pas moi, mais c'est magnifique ça. Ah bah, ça vaut de l'or, c'est Il y clair. avait Chris Tucker qui te raconte comment lui est venu le maquillage, tel ou tel trucage dans la Compagnie des loups. Voilà, plein, 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 plein de trucs. Mais ça, en fait, c'est des trésors qu'on n'aura plus puisque bah, les gens sont plus là. Mmh. Mais ça fait plaisir de les avoir entendus et puis de pouvoir échanger quelques mots parce que c'est pas des conversations, mais échanger quelques mots avec eux. Bon, bah, ça nous marque, c'est sûr. Ouais, j'ai fait ça aussi avec, Michael Westmore. On a parlé de Star Trek. C'est le truc complètement, improbable. Il fait une petite conférence, une interview d'1 heure et puis, à la fin de l'interview, on nous dit: «Bah, il va aller à tel stand et puis si vous voulez, vous allez là-bas, vous pouvez, lui faire signer, un autographe, n'importe quoi», voilà. Et puis donc, la salle faisait à peu près, 700-800 personnes quand même. Donc, le temps de descendre, moi, je me suis retrouvé quasiment à la fin de la queue. Et à un moment donné, comme ils ont vu que là où ils étaient, bah, ça bouchonnait quand même pas mal le reste du salon, ils se sont dit, on va aller ailleurs. Et je me suis retrouvé quasiment devant. Et du coup, bah, j'avais un magazine, c'était un Starlog spécial making of des maquillages de Star Trek, Mmh mh. Next Generation. Mmh. Et alors il a regardé ce magazine-là, il m'a dit: «Ouh là, bah, il y a longtemps que je l'ai pas vu ce magazine-là». Puis il me l'a signé, puis j'étais content, voilà, c'est tout. Ouais, bah, c'est très bien. Puis il y a plein, plein, plein de monde. Il faudrait presque encore une autre émission pour dire tout ce que j'ai rencontré. Alors, après toutes ces anecdotes, du coup, je sais que tu as travaillé là dernièrement sur le film Le Dernier Voyage du Déméter, qui devrait sortir prochainement au cinéma. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur ce projet? Qu'est-ce que tu as fait, dessus? Alors en fait, c'est un projet ça fait un petit moment déjà, c'était au niveau du dernier confinement qu'on avait eu en France, Ah oui, effectivement. donc c'est, 2021. Et puis, donc, c'est, Göran Lundström qui m'avait contacté pour me demander si, bah, je bossais toujours. Et je lui avais dit: «Bah, je bosse toujours, oui, mais alors, attends, parce qu'avec le covid, c'est compliqué. Je sais pas exactement». On venait d'être, reconfinés. Je savais pas exactement les conditions, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire. Donc, je lui dis: «Je me renseigne et puis je te redis ça». Et puis en fait, c'était voilà, c'était pour bosser sur le Déméter, pour faire partie, alors je faisais partie, mais en même temps, j'étais un petit peu celui qui amenait mes «connaissances» entre guillemets sur la mousse de latex. C'est moi qui étais un petit peu le chef de l'équipe, quoi, on va dire. D'accord. J'avais quelqu'un au-dessus de moi qui me disait: «Faut faire ça, faut faire ça, faut faire tel ou tel truc». Et moi, bah, voilà, je faisais la mousse. Et donc ça, c'était un projet qui nous a tenus, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Nous, on n'était pas là parce qu'il y a une partie qui a été tournée aux États-Unis, puis en Allemagne et puis, un petit peu partout. Enfin, il y a 2 ou 3 locations comme ça en Europe. Location, oui, c'est location, non, C'est des endroit, sites, sites. site, voilà, merci, parce que des fois j'ai Non, mais l'anglais j'avais qui revient. j'avais compris, j'avais compris. Voilà. Et du coup, nous, on était, en gros, responsables des tirages par rapport aux créatures. Alors, je vais pas dévoiler le truc, mais bon, le Déméter, c'est, le bateau, en gros, qui amène les restes de Dracula
dans des caisses remplies de terre, des Carpates jusqu'à Londres. Dans le bouquin, il y a quelques pages, très peu. Et dans le film, par exemple, de Coppola, il en parle à peu près, allez, ça doit durer même pas 20 minutes. Mais bon, en gros, bah, spoiler, tous ceux qui sont dans le bateau au début, ils le seront plus à la fin. C'est ça. Et donc, du coup, on a été chargé de faire tous les costumes, depuis le vampire émacié jusqu'au vampire en pleine forme, en passant par des morceaux de loup-garou. Alors j'imagine aussi qu'il y aura des images de synthèse aussi par rapport à des... Donc ça, je ne sais pas, on verra bien. Ouais. Et puis voilà, donc on a passé 3 mois à faire des morceaux de vampire, voilà, que ce soit des jambes, enfin quand je parle de jambes, c'est grosso modo, des leggings. Mmh. Parce que celui qui joue le rôle de créature, c'est Javier Botet. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup pour le cinéma espagnol Mmh mh. et il est aussi connu pour interpréter des créatures très grandes, très fines, très décharnées. Mmh. Donc ça lui allait comme un gant. Et puis du coup, voilà, donc il avait en gros, on va dire, juste à enfiler le costume comme un, comme un pyjama, plus quelques autres trucs qui étaient collés donc sur le visage et au niveau des mains. Et voilà, et on a fait ça pendant 3 mois. C'est top, Ouais, c'est top. ah non, mais c'était des longues heures quand même, mais on était une super bonne équipe et c'est ça qui nous a fait tenir le coup le plus longtemps parce que on avait des gens aussi bien d'Oslo que d'Italie que, bah, de Suède forcément, Mmh. des Anglais, des Américains. Non, non, c'était très, très bien. Moi, c'était fatigant, mais c'était bien. On a bien rigolé, on a eu des bons moments de fou rire, donc non, non, c'était bien. Bon, bah, super, donc une bonne expérience. Ah oui, oui, bah, en même temps, pour être pendant 3 mois sur un projet, on a intérêt à bien s'entendre quand même parce que sinon, C'est mieux. bah, on n'est pas obligé de tous s'entendre. Il y a des gens avec qui tu as plus ou moins d'affinité forcément, mais généralement sur des plus petits projets, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Par contre, oui, quand tu sais que tu es parti pour un moment, tu fais quand même un petit effort, on va dire, au début, de bien t'entendre avec tout le monde et puis voilà. Bien sûr. Alors, c'est le moment où on va passer un petit peu aux recommandations. Est-ce que tu aurais, un film ou une série ou les 2 hein, d'ailleurs, hein, qui t'aurait mis un peu une claque dernièrement, qui t'aurait vraiment plu, qui t'aurait voilà, que tu garderais comme ça en tête? Bon, alors le truc, c'est que je suis quand même un tout petit peu un vieux de la vieille et honnêtement, bon, à part les films, le début des Marvel, de la 1re phase, on va dire, Iron Ouais? Man et tout ça, je trouvais ça très bien. Maintenant, je trouve qu'en plus avec les séries télé, c'est un tout petit peu, ouais, j'ai perdu l'intérêt. Je sais pas si c'est plus intéressant, mais en tout cas, je commence à perdre, l'intérêt. Autrement, bah, les films que moi j'aime bien, c'est des films des années 80. C'est des films qui sont devenus des classiques, mais qui correspondaient à une époque et à mon avis, je le dis un petit peu, je suis biaisé de ce côté-là, mais je pense qu'ils étaient mieux faits, mais c'était pas dans les mêmes conditions et puis le message était pas forcément le même. Parce que là, maintenant, les remakes ou les suites, comme on disait tout à l'heure par rapport, au fait que les productions, elles surfent un peu sur la nostalgie des classiques pour essayer de faire quelque chose de nouveau et que finalement ils n'y arrivent pas, c'est que, bah, finalement, c'est plus pareil. Ça correspond plus à ce que j'en attends. Donc, bon, mais amenez. Moi, je suis, toujours, preneur d'un bon truc, mais c'est vrai que, bon, j'ai un peu perdu l'intérêt par rapport à ce qui sort parce que je trouve que ou c'est un peu tout pareil ou c'est un peu trop spécifique pour une petite minorité et donc tu peux pas avoir un message suffisamment attractif pour tout le monde. Mais bon, par contre, pour des séries, alors c'est pareil, Netflix, Disney, enfin bon, il y en a trois quatre de plateformes. Mmh. Des fois, faut chercher un moment pour trouver un bon film ou une bonne série. Mmh. Des fois, je passe plus de temps à chercher un truc que de regarder quelque chose. Bon, heu, heu, mais là, par exemple, j'ai commencé, je sais que je suis en retard, mais j'aime pas vraiment voir les nouvelles séries ou les nouveaux ajouts tout de suite.
parce que j'ai pas envie d'être emmené par l'espèce de buzz qui se fait à ce moment-là. Mmh. J'aime bien voir une série un peu, pas vraiment au calme, mais sans tout le buzz qu'il y a autour quand ça sort en premier. Ouais. Donc là, je suis en train de me faire, American, Horror Story. Mmh. Ouais, franchement, j'aime bien. Bah, c'est pas pour tout le monde non plus, mais c'est bien fait. Moi, j'aime bien. En plus, j'ai les acteurs sont super bons, Ouais, c'est donc clair. bon. Et puis c'est le plaisir de revoir Jessica Lange. Ah bah, oui, oui, parce que bon, mais elle joue, enfin, elle a toujours bien joué, mais là, elle joue très, très bien. Ouais, elle est bouffe l'écran, quoi. Ah, carrément, Ouais. carrément. Mmh. Et il y a une autre série que j'ai découvert il y a pas très longtemps sur, Paramount, je crois, Mmh. c'est, From. Donc c'est, Ah, bah, tu vois, Provenance. j'allais t'en parler. Ah, bah, écoute, franchement, c'est une série, entre guillemets «qui ne paye pas de mine», parce que j'ai pas vu beaucoup de publicité par rapport à ça, Non. mais je trouve que l'ambiance est sympa et on retrouve bien un petit peu l'ambiance des films à sketch façon quatrième dimension, des trucs comme ça, avec un Mmh. en plus, les épisodes sont suffisamment longs pour que ça commence à t'intéresser et ça te laisse en suspens. Je crois qu'ils doivent faire, 50 minutes, je crois, les épisodes. Ouais, ouais, c'est ça. Alors qu'une série genre, une série Star Wars ou une série Marvel, des fois, elle fait 35 minutes, Mmh. générique compris. Donc bon, en 35 minutes, t'as pas autant de temps pour installer quelque chose. Faut aller vite, 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 vite. Ouais. Donc bon, mais là, franchement, j'aime bien et puis les personnages sont attachants. Non, non, c'est sympa. Puis il y a quand même un mystère qui plane sur toute l'histoire. C'est un peu comme, Lost, on Ouais, savait complètement. pas vraiment et on se disait: «Bon, bah, le dernier épisode ou les derniers épisodes, on va avoir la réponse». Bon, pas vraiment. Du coup, j'espère que Provenance, là, ça fera pas la même chose, qu'on aura quand même des morceaux de réponse. Il y a déjà une deuxième saison qui est sortie. Après, Bah, voilà, oui. Ouais, ouais, on oui. a des il y a plus qu'à espérer que la série soit renouvelée à chaque fois pour jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Bah, déjà, on va dire que c'est pas sur Netflix, parce que depuis un moment, Netflix, ils ont la mauvaise idée. Dès qu'ils font une saison d'une série qui finit sur un cliffhanger, bon, ils l'annulent. C'est ça. Et à un moment donné, si les gens se désabonnent, et c'est ce qui arrive de plus en plus, les gens vont en avoir assez. Moi, c'est un peu comme si, bon, grosso modo, tu es en train de lire un livre et puis on t'arrache le livre des mains avant que tu saches la fin. Ouais. Pour le coup, c'est frustrant. Ah On mais verra bien, complètement, complètement. Après, on verra bien. c'est vrai que là, par exemple, je vois, ça a été pas mal une hécatombe au niveau des annulations Netflix, dernièrement là, sur les séries et il y a des trucs comme, Lockwood& Co, par exemple, petite série fantastique, et qui, pour le coup, là, c'est une adaptation de bouquins, donc tu as au moins l'opportunité de te rabattre sur les bouquins, c'est au moins ça l'intérêt. C'est déjà ça, oui. Ça peut toujours ramener les gens vers ça, ouais. Bah, du coup, bah, tu vois, je voulais commencer la série parce que c'est pareil, j'ai une liste et puis, bah, j'attends un petit peu avant de me jeter dessus Mmh. et puis, bah, donc si tu me dis que ça, c'est annulé, bon, bah, bah, je vais profiter quand même de ce que je verrai, sur l'écran, mais bon, bah, oui, je me rabattrai sur les bouquins. Oui, voilà, tu faut pas y placer trop, tu as trop d'attentes non plus. Moi, j'ai trouvé ça, sympa. J'ai Oui, commencé à regarder pour le moment, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais effectivement, bah, il va falloir se rabattre sur les livres, si on veut la suite, quoi. bon, eh ben, ça Voilà. tombe bien, je sais lire, donc tout va bien. Oh, bah, écoute, c'est magnifique parce que justement, ma prochaine question, Ah mon c'était, Dieu. si tu avais justement un livre ou même, quelques livres à recommander pour les amoureux, d'effets spéciaux? Ah, oui, alors ça dépend si on cherche des livres qui expliquent comment on fait telle ou telle Mmh. chose, ou si c'est des livres où on a des photos, des coulisses, où, on voit fabriquer un morceau d'un film qui est sorti depuis un moment. Dans l'idée, alors, dans les magazines, on va dire, je dirais le seul magazine que je lis, les autres sont bien, mais, pas aussi bien que celui que je vais annoncer. Pour moi, SFX, le magazine, Mmh. français, à pas confondre avec le SFX anglais qui lui est plus un magazine de généralité.
Le magazine SFX, ça te montre vraiment les coulisses, ça te montre les sculptures, ça te montre les gens en train de bosser dans un atelier et ça, c'est ce qui est bon, je fais ça, il y a pas de miracle, hein, il y a pas de surprise, c'est vraiment ce qui m'attire. De voir une photo de quelqu'un derrière un ordinateur, enfin devant un ordinateur plutôt, ça me procure aucun Oui, effet. d'accord, je vois. Mais voir des photos de sculptures et puis ensuite avoir la photo, bah, du rendu, du résultat Mmh. à l'écran, c'est ce que j'aime vraiment bah, dans ce métier-là, on va dire. Et maintenant, il n'existe plus, c'est ça qui est dommage, mais il y avait le Prosthetic Magazine, Mmh, même OK, principe, qui t'expliquait aussi, donc c'était un magazine anglais, qui t'expliquait les coulisses, mais des tournages récents. Et les articles étaient écrits par ceux qui ont des ateliers en Angleterre en ce d'accord. moment. Marc Coulier, Neil Gorton, Mmh. voilà. C'est vraiment quasiment à la source. Tu peux pas être plus près à part être dans l'atelier quand ça D'accord. se fait. Et le dernier numéro, c'était le numéro 23. Bon, ils vont se faire de plus en plus rares, mais c'est une mine d'informations et de techniques, bien au-delà de ce qu'on pourrait trouver dans n'importe quel, magazine français. Donc tu m'as dit Heu, Prosthétique? Prosthetics Magazine Prosthetics Magazine, ça marche. et en Angleterre, il y a le Prosthetic Event. Mmh. C'est un peu lié aussi, donc c'est un salon, mais c'est sur une seule journée et ça parle c'est un peu le petit frère éloigné du salon, dont je parlais tout à l'heure, Mmh. l'IMATS. Sauf que le Prosthetic Magazine, le Prosthetic Event, c'est quelque chose qui est fait par les Anglais et non pas par les Mmh. Américains. Et donc, c'est un peu plus concentré sur ce qui se passe en Angleterre, on va D'accord. dire. Franchement, c'est sympa. Bon, le problème, c'est que c'est à la fin de l'année, c'est généralement au mois de novembre, donc là, on a moins de lumière dans la journée. C'est un peu dommage parce que la nuit arrive vite et puis bah, même si c'est qu'une journée, tu as toujours envie d'en voir Bien sûr. toujours plus. Et puis bah voilà. Et autrement, bah, alors, encore une fois, tout ça, c'est des magazines qui n'existent plus, je suis désolé. Il y avait un magazine américain qui s'appelait Cinefex, Cinefex, Mmh. et c'était un bouquin c'était un petit format. Au lieu d'être un format magazine classique, c'était un format un peu plus gros que le A5. Et ben, pareil, ça te parlait de beaucoup de films américains, ce coup-là. Et pareil, les coulisses, des choses comme ça, et toujours en privilégiant le côté atelier, fabrication, par rapport à une scène qui est décortiquée. Et à un moment donné, ils ont fait la version, en ligne et la version en ligne était bien parce que du coup, comme ça, j'ai pu avoir quasiment tous les magazines que j'avais pas eu ou pu acheter en temps voulu. Et quand tu avais par exemple une image, tu pouvais cliquer dessus et ça se dépliait en plusieurs panneaux et tu pouvais voir la transition et l'évolution d'un maquillage ou d'un effet depuis les bases jusqu'à l'image finale rendue sur écran. Trop cool. Et c'était vachement bien. Ouais, c'est clair. Et par contre, l'application était uniquement disponible sur, iPad. Donc j'ai regardé il y a pas très longtemps en fait, je l'avais sur mon iPad et ça marche toujours alors que le magazine n'existe plus. Ouais, Donc je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, mais bon, voilà. ça marche. Et en livre, un peu plus en dur, alors tout à l'heure on parlait de Métamorphosis, de Rick Baker pour les vrais, aficionados. Voilà, alors là, c'est pareil, c'est des coulisses, il y a beaucoup de photos qui viennent de Rick Baker lui-même, des trucs, qui n'ont jamais vraiment été vus nulle part Mmh. ailleurs. Donc, là, c'est sympa. Et autrement, dans le même style, non, mais, il y a un bouquin qui s'appelle, Star Trek Beyond, donc le troisième Star Trek qui a été fait Mmh. récemment, c'est The Makeup Artistry of Joel Harlow. Joel Harlow, c'est celui qui était responsable des maquillages des 3 derniers Star Trek. Et sur le troisième, il y a un bouquin qui a été écrit par Joe Nazzaro. Joe Nazzaro, il a beaucoup contribué à Cinefex, à beaucoup de magazines. Il a écrit beaucoup d'articles par rapport à tous les films, qui sortaient avec des maquillages, avec des choses comme ça. Donc, Makeup Artist Magazine, enfin, il a écrit beaucoup, beaucoup de choses.
Et celui-là, c'est pareil, il y a des grosses photos, des grandes photos qui tiennent quelquefois les 2 Mmh. pages du bouquin et c'est vraiment, encore une fois, l'envers du décor, l'évolution, les maquettes, les essais, les sculptures, les moulages, les trucs et c'est super parce que la plupart des extraterrestres dans le troisième, ils apparaissent à la fin, quand ils sont tous réunis et puis qu'ils voient par Mmh. les fenêtres l'Enterprise se faire, Mmh. reconstruire. Donc c'est vraiment à la C'est le toute buffet, fin. ouais. Voilà, le buffet, la scène, elle doit durer quoi? 6 Mmh. minutes, pas plus et la plupart des extraterrestres, enfin des non-humains, on les voit mais en arrière-plan, en flou. On n'a pas beaucoup de plans nets avec tout ce qui a été fait et là, pour le coup, c'est le coup de se rattraper et il y a beaucoup, beaucoup de maquillage, il y a beaucoup de trucs que c'est dommage qu'on voit pas. Mais bon, c'est comme ça. Autrement, il y a un autre, livre qui est sorti il y a pas très longtemps de Marshall Julius et Howard Berger. Donc, Howard Berger, c'est le B de KNB qui bosse donc avec, Nicotero. D'accord. Nicotero, c'est le N de KNB et Mmh. Kurtzman, c'est le K de KNB. Mais du coup, Howard Berger, c'est lui qui a bossé sur, Narnia, qui a bossé sur, Chucky, qui a bossé sur, Evil Dead aussi. Enfin bon, le bouquin s'appelle Masters of Makeup Effects, A Century of Practical Magic. Donc ça retrace vraiment tout ce qui a été fait depuis le début. Mmh. Alors il y a je ne sais pas combien de centaines de films et c'est un bouquin d'information qui permet de savoir un petit peu ce qui a été fait sur tel ou tel film, et il y a des anecdotes, des trucs, assez sympas. Moi j'aime bien OK, cool. et on peut les trouver sur Amazon, hein. Ouais, OK. Donc voilà. Il y a, aux États-Unis, il y a beaucoup de sculpteurs et parmi eux, il y a, les Chiflet Brothers, donc les frères Chiflet D'accord. qui sont, bien connus pour, faire des créatures, ils ont un forum sur, Mmh. Facebook et ils montrent comment ils font leurs sculptures en partant d'une armature, voilà et ils ont fait un livre qui s'appelle Clay Sculpting D'accord, with the Chiflet d'accord. Brothers et là, ça te montre en fait, il y a une partie qui leur est réservée, donc même chose, ils montrent comment ils font une créature, enfin une maquette en tout cas, depuis l'armature jusqu'à le commencement de la sculpture, jusqu'à la Mmh. finition. Et tu as aussi des sculpteurs vedettes, invités, on va Ouais. dire, dont Haris Kolokantes, qui lui est grec et qui fait des trucs, mais alors magnifiques. Il a un don. Franchement, il est super doué et en plus, il est super sympa. Donc, ça mange pas de Pour ne rien gâcher. Ça marche. Donc ça, c'était un petit peu les recos, au niveau, littéraire du coup. voilà, voilà, il y a beaucoup d'images. Alors, bon, bien sûr, tout ça, c'est en anglais, hein, on va pas se le Oui, cacher. beaucoup, beaucoup de Heu, ressources effectivement. voilà, si on veut quelque chose en français, il y a un bouquin qui s'appelle Le cinéma des effets spéciaux de Pascal Pinto. Alors, il y a eu un premier volume, un premier tome, on va dire, assez épais, il fait plus de 1000 pages et là, c'est quasiment une encyclopédie de tous les films, à effets spéciaux, on va D'accord. dire et là, il a ressorti un deuxième bouquin aussi qui s'appelle Le cinéma des effets spéciaux, mais cette fois-ci, il y a un sommaire, donc c'est un peu plus facile. Le premier, il y avait plus la place de mettre le sommaire. Heu, celui-là, il y a le sommaire, donc c'est un peu plus, «facile» entre guillemets de s'y retrouver, mais c'est des gros bouquins, c'est une encyclopédie, Mmh. donc là, pour le coup, c'est en français D'accord, et alors ça explique pas comment on fait, mais ça regroupe tout ce qui a été déjà fait, c'est une encyclopédie d'accord. quoi c'est toujours bien de entre guillemets de savoir qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, pour tel ou tel film. Parce que ça a un petit peu tendance à se perdre, on va dire, hein. Et oui, malheureusement. Et oui. Alors en parlant de ça justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Quelle est-elle? Alors, pour l'instant
principalement, je donne des cours, Ouais. un petit peu partout. Là, dans pas longtemps, je vais partir à Montpellier Mmh. et je participe aussi à des festivals. Il y a pas très longtemps, j'ai fait le Bloody Weekend. Mmh. À la fin de l'année, je vais faire le Frisson Festival, Tout à fait. donc pour expliquer, pour montrer aux gens, donc peut-être éventuellement faire une petite démo. Mais Alors, encore une fois, moi, je suis pas maquilleur, donc moi, ce que je fais, ça prend du temps, on va dire. mais alors ça tombe très bien, j'allais te le proposer pour le frisson. Si tu as besoin d'un modèle, je suis là. Ah! Bon, bah, écoute, bah, on pourra à ce moment-là, on peut réfléchir pour faire quelque chose, ouais, pourquoi pas? Mais comme ça te permet de Pourquoi pas? faire ta démo et moi c'est un espèce de rêve de gosse, tu vois? De me Mais alors, j'attends la réponse, d'une collègue, savoir si elle peut venir aussi parce qu'elle, du coup, elle est maquilleuse. d'accord. Donc ça pourrait très bien coller, pourquoi pas? Pourquoi pas? Que bon, parler de ce que je fais, c'est bien, on va dire, mais c'est quand même mieux quand il y a une démo, quand il y a quelque chose. Bon, j'ai prévu de faire, une démo de sculpture sur tout le long de toute la longueur du festival, Tout à fait. mais voilà, c'est vrai que bon, les gens qui passent, ils aiment bien voir quelque chose qui dure pas très longtemps. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas fabriquer devant les gens ce que je fais, dans un atelier parce que ça prend des heures et des heures. Donc bon, on va s'arranger, on va trouver. Ce que tu avais, au Bloody en tout cas, c'était cool justement. Tu avais quelques pièces, à montrer. Oui, Tu m'avais expliqué, voilà, moi, c'est à cette occasion que tu m'as expliqué effectivement la différence entre les différentes matières, les différents traitements. voilà, Et puis c'était marrant de voir, voilà, ça pour un masque, on va être plutôt comme ça parce qu'il faut que la personne puisse exprimer des émotions et bouger un petit peu. Alors que voilà. là, à côté, il y avait un bras de loup-garou justement, ça permet de toucher et de tu vois, de se rendre compte un petit peu, c'est Bah, génial. de se rendre compte, oui, exactement, parce que, en fait, bon, même si on connaît les termes silicone, mousse de latex, tout ça, on se doute à quoi ça doit ressembler, mais on connaît pas vraiment le Mmh. feeling. Il faut toucher pour voir. Après, peut-être que ça fait les gens verront pas les choses de la même façon, mais bon, voilà, c'est en gros, quand on parle du silicone et de la mousse de latex, 2 matériaux qui sont similaires mais différents, qui réagissent pas pareil par rapport à la caméra, à la lumière, à la transpiration. Enfin bon, il y a chacune des 2 a ses spécificités et puis d'expliquer aux gens, j'aime bien aussi parce que j'ai l'impression de faire un petit peu, c'est pas service public, mais j'ai l'impression de je sais pas, de le Tu fais le pont peut-être entre le un petit peu entre justement, comme je t'avais dit, moi, c'est vrai que ça fait partie de ces métiers un petit peu de l'ombre, c'est-à-dire qu'on sait que vous existez, mais c'est pas évident de déterminer exactement ce que vous faites et tout ça, tu vois? Et d'un autre côté, le public, voilà, qui lui est néophyte, a priori, donc tu vulgarises un petit peu justement, tu donnes accès à cet univers. Bah, j'essaye et le fait d'expliquer les procédés aux élèves, ça aide en fait à prendre du recul et à essayer de retrouver pourquoi, moi par exemple, en particulier, je fais les choses de la façon que Mmh. je le fais. Parce que tout ça, ça correspond à un chemin et c'est pas forcément évident, et c'est ça qui fait entre guillemets un j'allais dire un bon technicien, mais oui, enfin le fait de pouvoir se mettre au niveau des gens qui n'y connaissent rien ou pas grand-chose et de les monter avec soi plutôt que de les regarder du haut de sa tour, quoi. C'est plus sympa d'emmener les gens que d'essayer de leur dire: «Bah oui, pourquoi tu comprends pas?» Le partage. Voilà, c'est comme ça que moi j'essaie de faire passer ça auprès des élèves. Je suis quasiment, enfin oui, je suis toujours ouvert aux questions. Je pars du principe qu'il y a pas de mauvaises questions. S'il y a des questions, qui me semblent, on va dire, plus simples que d'autres, ça veut dire que ce que j'ai expliqué, ça n'a pas été bien compris donc ben, on reprend et Mmh. puis tout va bien. Et puis moi je dis que celui qui pose la question, même si c'est une question qui paraît entre guillemets, évidente, bah, celui qui a une réponse par rapport à une question qu'il a, il va beaucoup plus loin que quelqu'un qui bouge pas et qui a des questions mais qui ose pas les poser. Bien sûr. Donc après, voilà et moi je suis ouvert, j'allais dire 24 heures sur 24. Je suis ouvert à toute forme de questions et ça peut arriver que je ne connaisse pas la réponse, mais à ce moment-là, je cherche. Je cherche et parce que en même temps, ça m'intéresse. Bien sûr. Ça te fait progresser aussi.
Exactement. C'est de toute façon, je pense que, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport à Édouard Baird, c'est un échange. Il n'y a pas de gens plus hauts que les autres. C'est voilà, on est tous là pour progresser et puis voilà. Bon, il y en a qui sont complètement largués, on se demande même, ce qu'ils font. Il y a des élèves, tu dis: «Bah, pourquoi ils ont payé un an de Mmh. d'école alors que, bah, clairement, ils n'ont pas ni l'intérêt, je parle même pas de passion, mais ils ont même pas un intérêt quelconque pour Mmh. ce qu'ils font. Donc comment tu veux, progresser là? Ça sert à rien. Enfin, Ça voilà. paraît être, la base, hein, quand même, ouais. Ben, si t'es pas un minimum intéressé ou passionné par, ce genre de choses, déjà, quand tu es bien passionné, tu t'essouffles quand même parce que bon, bah, c'est quand même pas un milieu, facile, hein. Faut pas se mettre des œillères devant les yeux, mais si tu as même pas les bases, d'être fortement motivé, eh ben, tu iras vraiment, vraiment pas loin et de toute façon, tu sais bien que à chaque fois sur, on va dire, 30 ou 40 élèves que tu as, il y en aura peut-être un ou 2 qui arriveront éventuellement à faire quelque chose dans l'industrie du cinéma, mais et encore, c'est pas sûr. Donc bon, bah, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus et puis il y a aussi un côté chance, c'est d'être au bon endroit au bon moment, c'est tout, Bien sûr. c'est sûr que si tu restes, chez toi à regarder des séries ou, assis sur ton canapé, bah, tu vas pas beaucoup progresser, très lentement en tout cas. Faut bouger, faut un peu provoquer la chance quand même, Bien sûr. mine de rien. Faut se forger sa chance quelque part. Voilà et puis faut se faire connaître et comme je disais tout à l'heure, c'est très long de se faire connaître en bien, mais une fois que les gens te connaissent de façon positive, le bouche à oreille est un peu plus facile, mais c'est très facile d'avoir des avis négatifs Mmh. et là, bon, bah, on s'en relève, mais c'est encore plus long, quoi. Parce que du Ah bah, coup, oui. on est reparti encore plus loin que là où on a commencé. Donc bon, c'est pas évident des fois. Oui, oui, effectivement, effectivement. Comme on dit, on n'a pas 2 fois la chance, de faire une bonne première impression. Exactement, voilà et généralement la bonne impression alors ça veut pas dire que on arrive et qu'on sait tout faire, mais c'est savoir où est sa place et savoir à quel niveau on est par rapport aux autres et pas avoir peur de le dire et pas avoir peur de demander. Il vaut Mmh. mieux demander. Il y a un dicton chez les menuisiers, c'est, «Tu mesures 2 fois, tu coupes une fois». Et c'est ça, c'est faut pas même si tu as à peu près les étapes, c'est aussi bien de demander confirmation, comme ça on sait qu'on est sur la même longueur d'onde et puis voilà. Ouais, tout à fait. Moi, ça m'est déjà arrivé parce qu'en plus, si tu fais ça dans une langue qui est pas ta langue, maternelle, peut y avoir des problèmes de traduction ou Bien sûr. voilà, donc il vaut mieux être sûr. C'est plus simple. Je me rappelle une fois, il y avait un stagiaire dans un atelier. Le manager de l'atelier, il lui a pas dit, «Tu sais faire du plâtre» ou, non. Il lui a dit: «Bon, bah, voilà, il y a une empreinte à remplir, tu fais du plâtre, tu la remplis». J'ai vu le gars remplir le seau, un seau normal, de 25 litres, jusqu'à 10 centimètres du bord et après il a commencé à mettre du plâtre. Alors forcément, au bout d'un moment, bah, ça a un petit peu débordé et bah, tout le monde se foutait un peu de sa gueule parce que, bah, voilà, il faisait n'importe quoi. Bon, moi je me suis un petit peu approché, je lui ai dit: «Bon, bah, tu sais pas faire de plâtre, attends, je vais te montrer» puis voilà. C'est plus constructif. Bah, disons que j'aime pas voir les gens en bavé ou en mauvaise posture, alors que c'est si simple de désamorcer le truc et puis de faire les choses comme elles doivent être faites. Bon après, cette histoire-là, de vouloir montrer aux gens vraiment comment ça se fait, on me l'a faite quand j'étais gamin, on va dire. Quand j'étais dans une MJC, j'avais quoi? J'avais 18 ans, 19 ans Mmh. et je faisais du plâtre aussi et la prof d'art plastique de la MJC, elle est passée à côté de moi en fin de journée, puis elle me dit, «Tu sais pas faire de plâtre, toi?» Alors moi, du haut de mes 18-19 ans, je dis: «Ah ben si, 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 je sais faire du plâtre». «Non, non, tu sais pas faire de plâtre». Effectivement, elle m'a montré et c'était absolument pas comme je faisais et depuis ce temps-là, je fais comme elle m'a montré
et c'est elle qui avait raison. Voilà, on en apprend tous les jours. Il faut pas avoir peur d'en apprendre parce que, ben, on sait pas toujours tout et puis voilà. Tout à Mais fait. mais voilà, c'est un quelque chose que moi j'essaie de montrer aux élèves, même si bon, bah, tu leur montres, ils te disent: «Oui, oui», puis, 20 minutes après, ils font exactement pas du tout ce que tu leur as montré, mais ça fait rien. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a d'autres, c'est un peu plus long à décanter, mais bon, c'est pas grave. Alors, où est-ce qu'on peut, suivre ton travail? Alors, bah, pour ça, l'internet est ton ami, j'allais dire, Oui. ou Google est ton ami, mais, bah, j'ai un site internet qui s'appelle, alienfactory.info. Sur Insta aussi, sur Instagram, je suis. L'Instagram, c'est gilles.paillet. Mmh. J'ai une page, Facebook aussi, qui s'appelle, bah, comme par hasard, Alien Factory. Comme quoi, hein, c'est bizarre. Tout est lié. Tout est lié et puis, alors, je suis aussi sur, LinkedIn. Ça doit être Gilles Payet, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est la même photo de profil, donc on arrive à me retrouver et puis je suis en train alors je dis que je suis en train, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps parce que ça fait un moment que je la prépare. J'ai envie de faire une chaîne, YouTube Mmh. et donc je suis en train de la monter vraiment maintenant, on va dire, mais bon, je l'ai commencé il y a 2 ans. Mais bon, D'accord. des fois, j'ai pas envie, des fois je suis parti ailleurs, des fois enfin bon, je suis un tout petit peu compliqué des fois et puis c'est un tout petit peu compliqué et puis j'attendais d'avoir, vraiment le plus d'informations possible pour essayer de faire quelque chose qui me plaise. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, j'ai commencé à tourner des trucs, le montage va se faire. Alors c'est une chaîne, je sais pas si on peut en parler un petit peu, vite fait. Bien sûr, vas-y. Alors c'est une chaîne, encore une fois, de vulgarisation et en fait, j'ai envie de partager, ce que j'ai appris, depuis le temps que je fais ça et puis, il y a aussi des choses, qu'on peut lire sur les magazines ou américains ou anglais, sur des sites américains. Les produits sont pas les mêmes donc, moi je me dis: «C'est bien d'essayer de trouver une espèce d'équivalence Bien de sûr. ces produits-là, de ce qu'on peut trouver en France et aussi en Europe». Mmh. Puis voilà, donc la chaîne, ça s'appelle le Lab 101. Le Lab 101. 101, OK. voilà, Donc sur voilà, YouTube. voilà et donc 101, là, je l'ai prononcé à la française, mais j'ai 101. voilà, 101 qui veut dire, les bases, en fait, en Mmh. anglais. Donc voilà, ça va parler des matériaux, ça va parler des outils, ça va parler des méthodes. Alors ce sera en français, sous-titré en français, sous-titré en anglais. D'accord. Donc ça, c'est le projet qui me trotte dans la tête depuis un moment Mmh. et puis voilà, il y a déjà une petite vidéo de présentation, mais je suis en train d'en refaire une parce que elle date de 2020, je crois, un truc comme ça, donc non, ça vaut plus rien. D'accord. Voilà, donc bon, bah, ça va se mettre en place tout doucement et puis voilà. Eh beh, écoute, dans tous les cas, tous ces liens-là, je vais les mettre dans la description de l'épisode, donc les gens pourront les retrouver plus facilement, tu vois? C'est aussi l'intérêt, ouais. Voilà, impeccable, merci. Bah, écoute, avec grand plaisir. Bon, alors ça veut dire que maintenant, il faut vraiment que je fasse des vidéos, quoi. Ah bah, tu as la pression parce que bon, je suis quand même, suivi internationalement par, des millions de personnes, donc tout de suite, voilà. Là, ça rigole plus du coup. Bon, bah, je vais y aller, hein. Alors je suis suivi internationalement, mais pas par, grand monde pour l'instant. Pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Mais en tout cas, voilà, ouais, effectivement, mais c'est super. Effectivement, moi, j'ai, par exemple, une chaîne, je sais pas si tu connais, Romain Houlès? Ah bah, bien sûr, je l'ai eu en élève. D'accord, OK, Ah, OK. quand je vais à Montpellier, il y a quoi? Il y a de ça, je sais plus, c'était avant le covid. D'accord. Je l'ai eu en élève, quand il a fait le cursus, chez Métamorphose Mmh. à Montpellier et oui, il fait aussi des vidéos, il fait des trucs, bien. À un moment donné, il était avec le Hangar 84 qui a fermé et c'est bien Ah dommage d'accord. parce que j'aurais bien voulu aller voir parce qu'apparemment il y avait beaucoup de potentiel mais bon, bah, le covid étant passé par là, ça coince un peu mais voilà. Ouais, effectivement, c'est dommage, mais c'est vrai qu'il propose, hein, toujours des super vidéos, Oui. et notamment au niveau des tutos.
Voilà, voilà, voilà et j'aime bien son style puis bon, on sent quand même qu'il y avait des moyens derrière quand même, Oui, c'est pas un truc qui est fait en 5 minutes. J'aime bien ce qu'il fait, c'est c'est sympa. qualitatif, c'est drôle, Oui, enfin, en oui tout cas, moi, j'aime beaucoup, en tout cas, ce qu'il propose. et une chose qui est, suffisamment rare pour la mentionner, c'est que dans tout ce qu'il raconte, il y a rien de faux. C'est vraiment non, mais parce que bon, Tu il y dis a pas ça parce que c'est ton élève? ah non, 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 mais je vois, moins maintenant, mais ça arrive quand même de temps en temps, Mmh mh. heu, des tutos, enfin ce qui veut se présenter comme un tuto Mmh. et qui est rempli d'erreurs qui pourraient éventuellement être dommageables si, quelqu'un qui ne connaît rien décide de suivre un tuto comme ça. Il y a des trucs qu'il faut absolument pas faire et je me bats à mon niveau, mais bon, je peux pas faire grand-chose, mais j'ai déjà vu des vidéos où, par exemple en France, maintenant je ne sais pas comment c'est, mais quand j'ai passé le BAFA, il y a quelques années de ça, Mmh. on avait un atelier pour apprendre aux gamins à faire des moulages de leurs mains. Ouais, Donc pas de souci, sauf qu'ils prenaient du plâtre. Donc en gros, ils font un moule en plâtre, ils mettent la main dedans et avant que le plâtre soit complètement pris, ils enlèvent la main. d'accord. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ah non, 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 moi je fais pas ça». Il y a un produit qui s'appelle l'alginate, parce qu'à l'époque, il y avait pas encore de silicone de prise d'empreinte, mais l'alginate, c'est un produit absolument sûr à 2000. Je peux vous montrer si vous voulez, mais jamais de la vie on fait une empreinte qu'avec du plâtre. On faisait ça dans les années 50. Depuis, il y a des produits mieux et des produits qui sont beaucoup plus sains Mmh. à utiliser et sans danger. Et parce que il y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça, en Angleterre, il y a une fille, qui avait fait un peu la même chose, de mettre ses mains dans du plâtre et puis l'idée c'était d'enlever la main avant que le plâtre, commence à durcir. Sauf qu'elle a pas, enlevé sa main suffisamment tôt, elle a pas pu enlever sa main, ses mains, parce qu'elle avait les 2 mains Mmh. et puis le plâtre, quand il durcit, il y a une réaction chimique qui fait que le plâtre chauffe. C'est une exothermie et ça veut dire que le plâtre travaille, il durcit. Bon, bah, ça a tellement chauffé que ça lui a cramé les doigts et sur les 10 doigts qu'elle avait, elle en a plus que 2. Ah oui, c'est ballot. Ah bah, oui, quand même. Donc voilà, quand on sait pas faire, on s'occupe pas de faire. Voilà, je ne saurais pas gérer une centrale atomique, je vais pas m'amuser à tripoter des boutons. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, Et tout à même fait. principe, j'ai vu il y a pas très, très longtemps les conneries qui passent sur TikTok, Mmh. j'en vois certaines qui me hérissent le poil. Comment faire une empreinte de ton visage? Tu prends une grande gamelle, tu mets de l'alginate dedans, tu plonges la tête dans l'alginate et tu attends que ça prenne. Non, non parce que l'alginate, il met alors ça dépend quelle marque tu prends et il y a des alginates qui sont pour les des alginates dentaires qui prennent très vite et des Mmh. alginates pour des prises d'empreintes de membres, ou de pieds ou de choses comme ça qui prennent moins vite. La plus vite, elle prend en moins de 3 minutes. La moins rapide, on va dire, elle prend en 8 minutes à peu près. Donc là, si tu prends un truc qui prend en 8 minutes, tu es obligé de ne pas respirer pendant 8 minutes. Oui, bah, c'est ça se tente. Voilà, alors il paraît que ça s'appelle la 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 sélection naturelle, voilà. Ah oui, bah, oui, avec les fameux Darwin Awards chaque année. Voilà, ça s'appelle, sélection naturelle. Quand tu fais n'importe quoi, faut pas t'étonner qu'il t'arrive n'importe quoi. J'ai vu un truc aussi, qui date de plusieurs années. Alors, en même temps, je sais pas de quoi en penser. Encore une fois, c'est une prise d'empreinte, mais je sais que ça fait partie d'un court métrage. Donc il y a plusieurs éléments du court métrage qui ont aucun rapport les uns entre les autres, mais quand tu vois la vidéo, maintenant tu peux plus la voir parce qu'elle a été enlevée, mais quand tu vois la vidéo sans connaissance de ce qu'il y a avant, sans connaissance de ce qu'il y a après, sans contexte, sans explication, donc la vidéo s'appelle «Comment j'ai voulu mouler Marie», Mmh. donc ça part du principe que c'est comme un tuto puisque tu vois une équipe de plusieurs personnes qui essaient de faire un moulage, une prise d'empreinte de la tête d'une fille, sauf que, bah, ils s'y prennent vraiment
très mal, pour pas dire autre chose, et ils mettent en gros 2 heures et demie à ne pas réussir à faire un truc qui prend, au maximum, en allant vraiment lentement, ça met 45 minutes. Vraiment au maximum. Mmh. Bon, alors je sais pas si c'est fait exprès, que c'est dans un court métrage, voilà, mais présenté comme ça, s'il y a des gens qui tombaient sur la vidéo, qui essaient de reproduire ça, non. Moi, j'avais écrit à l'époque au webmaster en lui disant que c'était criminel, il fallait absolument pas que ça reste. C'est resté un moment, c'est resté 3 ans en ligne, puis Ouais, quand après même. ça a disparu et puis voilà, mais il y en a plein des trucs comme ça. En plus, maintenant avec les influenceurs et les youtubeurs, Mmh. de tout poil, dès qu'ils ont une caméra, ça y est, ils se prennent pour des professeurs, tu vois? «Ah, vous prenez pour un enseignant» et du coup, ils expliquent des trucs mal Qui maîtrise pas. et qui maîtrisent pas parce que bien souvent, bah, ils ont vu ça pas très longtemps avant à l'école, donc ils ne font que régurgiter ce qu'on leur a dit, sauf que, bah, l'explication qu'ils donnent, elle est, il y a 80 des informations, il leur manque les 20 qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas fait attention et puis, bah, manque de bol, c'est les 20 bah, faut faire attention, faut pas faire ça, faut faire comme ça et voilà. Donc bon, un exemple tout bête, on n'y est pas encore, mais ça va venir, mais tous les ans, au moment d'Halloween, Oui. on a des maquilleurs ou des maquilleuses, hein, puisque bon, frais sortis des écoles, ils ont jamais bossé, mais ils s'intitulent déjà maquilleurs ou maquilleuses, donc pas de souci et tu les vois, faire alors soit c'est des photos, soit c'est des tutos, où ils t'expliquent comment faire un maquillage d'Halloween avec, la classique fermeture éclair au milieu du visage. Mmh. Bon ça, c'est pas que c'est dangereux, c'est que ça a été, fait à peu près 8 milliards de fois donc bon, en plus, quand c'est bien fait, il peut y avoir un intérêt. La plupart du temps, c'est fait avec, 2 bouts de ficelle, 3 bouts d'allumettes, non. C'est pas maîtrisé, il y a rien de nouveau et c'est moche. On va appeler les choses par leur nom, c'est moche. Là où je suis pas d'accord, c'est quand tu as le crayon à travers le nez ou la canette de bière écrasée sur l'œil ou la boule de Noël incrustée dans la pommette ou au niveau de l'œil ou même la paire de ciseaux qui traverse et là tu te dis: «Mais attends, non» parce que déjà c'est dangereux de mettre n'importe quoi de coupant, de tranchant, de contendant autour de l'œil. Mmh mh. Déjà donc si tu veux faire ça, tu peux, mais alors il faut faire un moule de la canette ou de la boule ou de ce que tu veux, de la paire de ciseaux, mais il faut pas que ce soit des vrais trucs qui soient dangereux. Parce Mmh. que si toi tu fais attention, faut se dire que le reste du monde, il en a rien à faire. Et il suffit, bah, si par exemple tu fais un maquillage comme ça pour une soirée Halloween qui se passe dans une boîte de nuit, tu vas te faire bousculer, n'importe qui peut te mettre un coup de coude et puis t'enfoncer, ton maquillage ou la canette ou n'importe quoi Mmh mh. dans l'œil, par exemple, ou Juste. dans le nez si voilà, faut faire vachement gaffe. C'est un peu comme la conduite en fait. Quand tu conduis, c'est pas de toi qu'il faut avoir peur, c'est de tous les autres. Mmh. C'est parce qu'on ne sait pas leur réaction à eux. Si toi tu sais conduire, tu sais pas pour les autres s'ils ont vraiment tous leur capacité ou le permis, donc voilà. Voilà, l'année dernière, j'ai fait soft, c'est la première année que je tente un maquillage. Je me suis tranché la gorge. Voilà, j'ai acheté un petit kit latex faux sang. D'accord, Voilà, un peu de maquillage, de base et puis, j'ai regardé un petit tuto YouTube qui m'avait l'air honnête. OK, J'ai testé, j'ai ouais, et puis mais c'était simple à faire, tu vois? voilà, oui, oui, Et puis j'avais acheté du matériel qui était fait pour. exactement. J'ai pas essayé de faire un truc avec de la super glue et des je ne sais quoi, Ah tu vois? bon? Oh, c'est bizarre ça, parce que j'ai eu quelqu'un comme ça qui m'avait commandé une, prothèse pour Halloween et je lui avais mis toute la méthode pour, bah, coller la prothèse justement, Bien sûr. avec le nom des produits, avec le nom du produit qui va bien pour enlever la colle, pour enlever la prothèse et puis en fait il me dit: «Oui, non mais j'ai» en plus il m'envoie le message après avoir collé son truc, après la soirée du coup. Évidemment. Et il me dit: «Ouais, mais non, mais j'avais pas ça et puis, du coup, bah, j'ai tout collé à la colle à postiche». Bah, oui, OK. Alors si tu veux, tu à la place du volant d'une voiture, tu peux mettre, un carton à pizza si tu veux, hein, pourquoi pas, soyons fous, mais voilà, c'est
Non, mais les gens sont un peu, effectivement, oui, ils pensent que ça prête pas à conséquence et ils se rendent pas forcément compte que ce qu'on met sur sa peau, ça peut avoir des conséquences, graves, hein. Bah, voilà, le truc c'est, on disait, par exemple les émissions comme, Face Off ou, Glow, Mmh. c'est bien dans le sens où ça démocratise le show, le enfin Le milieu? le milieu, merci, et qu'ils utilisent vraiment les vrais produits. Donc ça peut quand même, donner une idée de, bah, il faut pas faire ça, n'importe comment. Il y a des produits qui sont faits pour être appliqués, mais on va dire c'est dans le cadre, par exemple, d'un long métrage ou même d'un court métrage. Dans le cas d'un long métrage, si tu appliques une prothèse et que tu l'as l'école, c'est l'école, médicale et bah, elles sont faites pour aller sur la peau. Mais Mmh. même avec ça, il faut le démaquillant, donc ce qu'on appelle le remover, le produit qui dissout cette colle. Parce que si tu essaies d'arracher la prothèse, qui est tenue par la colle, et ce que la plupart des gens, je vois faire, souvent dans les soirées où, bah, tu vas t'arracher la peau. Il y a de grandes chances que au pire, tu t'arraches la peau, au mieux, tu irrites ta peau et tu peux pas appliquer, par exemple, si tu as un acteur et tu dois tourner 5 jours de suite avec des prothèses pour la continuité, pour avoir la scène complète, si ta peau est endommagée, tu ne peux pas rappliquer la colle et tout ça sur une peau endommagée, c'est pas possible parce que là, la peau, elle va avoir des réactions et puis, c'est pas fait pour. Faut que ce soit appliqué sur une peau entre guillemets, «saine». Scène? Mmh. Voilà, donc il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'était le message de prévention Voilà, pour tous les apprentis, spécialistes en effets spéciaux, tuto YouTube, qui vont s'improviser pour, Halloween, prochain. Donc faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. voilà. Moi, je dis par exemple qu'il y a plein de forums, sur internet, sur, Facebook ou même sur Insta. N'hésitez pas à poser des questions, soyez sûr de ce que vous faites et ça va aussi bien pour, les lentilles de contact. Parce que Oui, les lentilles de contact, si c'est mal mis ou si c'est des lentilles de mauvaise qualité, vous allez vous esquinter les yeux ou vous allez esquinter les yeux de votre modèle. Donc non, il faut faire les choses dès qu'on commence à toucher à la peau, aux muqueuses, c'est quelque chose qui est hyper, hyper sensible. Il faut vraiment faire c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Donc voilà, c'était le message de prévention de tonton Gilles. Il faut faire attention à ce que vous faites. retrouvez-le sur la chaîne YouTube Le Lab 101. Voilà. Ça marche. Écoute, on va attaquer, là, la partie, où il y a un peu plus de tension, Oh mon Dieu! dans l'émission. Oh mon Dieu! Ta ta On va ta attention, j'ai pas mis de petite musique, pour la tension, mais voilà, on s'imagine. Ouais, On va attaquer en fait la série de questions, ce que j'appelle moi rapid fire. ouais, Alors gentiment, l'idée en fait c'est que je te propose, le choix entre une réponse A, une réponse B et donc, bah, normalement, il faut répondre rapidement et de manière ouais, succincte. Mais vu que je OK. ne respecte pas les règles, Oui. mes invités ont toute latitude à développer s'ils ont envie de le faire, donc il y a pas de souci. Bon, sinon tu es là jusqu'à demain, c'est bon. Écoute, je pense qu'on va casser le record, de durée d'épisode. Alors, la première question, on démarre, en douceur, plutôt Oui. film ou série? Allez, film et je ne dirai rien de plus. D'accord, ça marche. Alors là, ça va se corser, je pense. Plutôt Verhoeven ou Romero? Ah! Alors, on va dire, j'ai une petite tendresse pour, Verhoeven quand même. Romero aussi, mais moins. Surtout les derniers films de zombies qu'il a fait. Mmh. Je dis pas que c'était pas bien, mais c'était pas à mon goût, on va dire. Non, mais D'accord. Verhoeven, ouais. En plus, le fait que la plupart des films qu'il a fait aux États-Unis, c'est vraiment des films, c'est devenu des classiques maintenant, donc bon, non, Verhoeven. Plutôt cinéma ou home cinéma? Oh, alors là, bon, on va y être encore jusqu'à demain. Alors, j'aurais tendance à dire cinéma parce que il y a quand même l'ambiance, il y a le son, il y a quand même un confort haut de gamme, on va dire, dans les cinémas, la plupart des cinémas. Puis même, il y a des formats, différents de ce que tu regardes à la télé de toute façon. Mais,
Moi, ce qui me gêne de plus en plus, c'est les gens qui font n'importe quoi dans une salle de cinéma. Tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, ils ont perdu l'habitude, et ils ont trop pris l'habitude d'être dans leur salon quand ils regardent des films et donc Voilà, ils font comme s'ils étaient sur leur canapé. exactement. Et moi, je dirais même que des fois, ils font comme s'ils étaient dans leur propre salle de bain. Alors, c'est pas uniquement français, ça se voit partout. Ça s'est vu, alors j'ai pas été, au cinéma en Suède, mais j'ai vu ça aussi en Angleterre. On pourrait pas se permettre ce genre de choses au théâtre. Il y a Tout encore à u fait. une éthique, il y a encore tu peux pas rentrer habillé n'importe comment au théâtre. Même si au cinéma, ils te disent qu'il faut éteindre ton portable, la plupart des gens le font pas et il y a rien de plus insupportable, en tout cas pour moi, d'avoir quelqu'un devant moi qui, regarde son téléphone pendant un film. Parce que ou j'ai même vu des gens répondre au téléphone pendant le film. Ah ouais, non, mais là, attends, déjà moi ça me gonfle. Quand je vois une lumière déjà qui attire mon œil, donc ça me sort du film. Exactement, Déjà ça m'énerve, mais voilà. alors les gens qui discutent comme s'ils étaient chez eux, alors ça c'est extraordinaire aussi. Ah bah, moi sur AVP Requiem qui Oui, n'était déjà pas un film super intéressant à regarder au cinéma. d'accord. Je me rappelle, on était 5 dans la salle. Mmh. Moi, j'ai toujours un peu l'habitude de me mettre, dans le dernier tiers de la salle pour avoir, une meilleure image, pas Mmh. collé à l'écran et devant, dans les deux trois premiers rangs, il y avait 2 nanas, des copines qui étaient assises, l'une à côté de l'autre, qui s'envoyaient pendant le film des SMS alors qu'elles étaient l'une à côté de l'autre. Et à un moment donné, je me suis dit: «Je vais me lever, puis je vais aller leur dire d'arrêter tout de suite». Il y a un gars qui a fait ça, mais juste avant moi, qui était entre elle et moi, du coup. Mmh. Bon, elles l'ont, traité de tous les noms, mais aucun respect de rien du tout, quoi. Mais c'est ça. Il leur a juste dit: «Mais, si ça vous intéresse pas le film, vous pouvez vous casser». Oui, Voilà, ouais, c'est clair, c'est clair. et j'ai eu ça aussi en Angleterre où, bah, on a failli quand même, on n'était pas loin de se battre. Mais bon, voilà, c'est les gens, ouais, je trouve qu'ils prennent une liberté. Bon, il y a ça et puis tous ceux qui quand le film se termine, tu as plus de pop-corn par terre que dans le hall du cinéma. C'est Alors c'est je te confirme pour, travailler, ah non, mais quelques heures c'est dans un lamentable, cinéma, c'est parce lamentable. on passe entre les séances Oui. et en fait on se dit: «Mais en fait les gens n'arrivent pas à localiser leur bouche dans le noir, c'est pas possible». Ah, C'est-à-dire que alors à ouais, ce stade, quand tu en as effectivement, tu as la moitié du popcorn par terre, entre les mmh, sièges, enfin je veux dire c'est lunaire. c'est un niveau, pathologique, extrême, je pense. Ah oui, mais clairement. Alors, moi, j'ai été élevé, on va dire à la vieille école. Au le cinéma, pour moi, c'est une expérience, donc on mange pas, on boit pas, on téléphone pas. On est là pour le film et C'est on ça. on regarde le film. Je te dis, il y en a, on dirait qu'ils sont dans leur salle de bain. J'ai vu un mec, enlever ses godasses, se faire un petit sandwich, tranquille maison, bah non, je suis désolé, c'est alors je sais bien que les cinémas, le plus gros de leurs recettes, c'est sur la vente de boissons et de pop-corn et de trucs comme ça, mais Mmh. je me dis: «Est-ce que c'est vraiment intéressant au point qu'il faut des équipes de nettoyage après?» parce que tu as l'impression qu'ils sont battus avec. Ah Puis oui, oui, clairement. bon, voilà et puis, il y a aussi les gens alors bon, chacun fait comme il peut. On est d'accord, on n'a pas toujours la solution, adéquate au bon moment. Mais bon, je me rappelle une fois, j'étais allé avec un pote à une séance de minuit, donc on devait être, allez, 4 dans la salle, dont un couple avec un gamin, pour le film, le Hitchhiker of the Galaxy. D'accord. Donc déjà, c'est pas un film hyper pour les gamins, c'est un film, un humour anglais, donc si tu pas vu la série anglaise avant, tu as un poil paumé. Mais le truc, c'est que, bon, le couple avait amené leur gamin, mais en plus, ils avaient amené tous ces jouets pour jouer dans le cinéma. Donc là, tu te dis: «Mais attends, depuis quand le cinéma, il fait garderie, quoi?» C'est Ça malheureusement, il y en a, hein, il y en a qui veulent pareil. Moi ça m'est déjà arrivé au cinéma. On a dû refuser l'entrée, c'est-à-dire que les gens, tu sais, maintenant on peut prendre aux bornes, donc ils sont pas venus nous voir pour acheter les places. ouais. C'était un couple, ils sont arrivés avec leur petite fille, je sais pas quel âge elle avait, 8 ans, un truc comme ça, tu vois? Et eux, ils voulaient aller voir Scream, le dernier Scream, tu vois?
Et sauf Ouais, qu'en fait, ils devaient pas pouvoir faire garder la gamine et donc ils ont dit: voilà. «Bah, on va la prendre avec nous, pas de problème». Sauf qu'en fait, on leur a refusé l'accès à la salle, évidemment, Bah, oui. parce qu'interdit aux moins de 12 ans, Mmh. à raison et pour le Oui, coup, et c'était un scandale, bah, évidemment. voilà. Mais les gens, en plus, les gens deviennent de plus en plus tarés. Je crois que le bon sens qu'on avait encore jusque dans les années 2000, là, il est passé par la fenêtre ou il s'est pendu quelque part. Enfin bon, Je pense. maintenant les gens, ils en sont à te dire: «Comment ça je peux pas, me jeter par la fenêtre du train?» «Mais si je peux!» «Bah non, tu peux, mais tu vas avoir mal». «Ah mais je m'en fous, je peux le faire donc je le fais». Ça me ramène à un dialogue dans Jurassic Park où, le personnage de Jeff Goldblum, Mmh. disait: «Vous les scientifiques, vous avez passé tellement de temps à vous dire comment faire que vous êtes pas posé une seule fois la question, mais est-ce qu'on avait le droit de le faire?» Mmh mh. Mmh. Donc le respect et le bon sens sont décédés ou Oui, oui, ouais, et donc petit bémol pour finir la réponse. Maintenant, c'est vrai que, eh ben, j'apprécie de plus en plus, même si j'ai pas l'équipement, on va dire, impeccable, mmh. mais j'ai quand même, de quoi regarder des films sur un écran qui est pas petit. Donc, en ce moment là, la plupart des films, j'attends qu'ils sortent en DVD ou en Blu-ray ou en 4K pour les regarder tranquille à la maison. À l'achat, ça me coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins je peux le regarder autant de fois que je veux. Je peux Bien sûr. l'arrêter quand j'ai envie, Et puis tu as les parce que bonus, tu as tout ça, ouais. voilà, 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 et je suis pas embêté par des gens qui font n'importe quoi. Donc plutôt home cinéma pour toi. Voilà. Plutôt Cronenberg ou Carpenter? Ah! Ah, Ah! c'est des questions pièges ça, Ah parce que évidemment. heu, alors, j'aime bien les 2, c'est ça le problème. Bah, sinon Heu, c'est pas drôle. Bah, oui. Non, mais j'aime bien Carpenter pour le délire des sujets qu'il aborde, Mmh mh. mais franchement, à la limite, j'aimerais quasiment mieux Cronenberg pour sa façon à traiter les sujets qu'il aborde. J'aime bien la façon qu'il a de nous emmener dans un univers qui est parfois glauque, parfois dérangeant, et en fait, je préférerais, on va dire, la façon que Cronenberg a de nous présenter un film que Carpenter, même si c'est 2 façons pour moi complètement différentes de faire un film, C'est clair. mais j'aime bien le côté, sérieux, posé de Cronenberg. Ouais, là, pour le coup, je dirais plus Cronenberg, mais quasiment ex aequo avec, Carpenter, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Alors plutôt VO ou VF? Alors, ça dépend. Je vais dire à 95, je suis VO. D'accord. J'avais ça déjà avant d'aller en Angleterre. Le fait est que, je me suis depuis longtemps habitué à regarder des films en VO parce que, bah, pas tout le temps, mais des fois la VF, elle est, je dirais pas qu'elle est mal faite parce que non, on est un des pays où les doublages sont les mieux respectés et adaptés, par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Mais des fois, pour avoir la synchronicité labiale et compagnie, Mmh mh. pour garder le rythme de ce que tel ou tel personnage raconte, ils sont obligés soit de prendre des raccourcis, soit de faire du hors-sujet, et je trouve que la VO, c'est quand même mieux pour beaucoup de raisons, surtout dans les films, ben, américains, anglo-saxons, mais anglais surtout. Parce que, chacun a une façon de s'exprimer. Il y a des accents que je trouve excellents. Par exemple, alors, c'est pas vraiment anglais, mais, je prends, Next Generation de Star Trek. Mmh. La version française qu'on a vue, nous, au tout début, qui sortait en VHS, elle était mauvaise. Et mauvaise dans le sens où, si tu connais comment Patrick Stewart s'exprime, comment il parle, sa façon de dérouler les mots, de les poser, c'est un acteur shakespearien. Donc il a un certain phrasé, bon, tu peux pas te tromper, et je me rappelle que dans la VHS que j'avais eue, en cadeau d'un abonnement sur un magazine genre Mad Movies ou compagnie, Mmh. bon, bah, on n'avait que la VF,
Ils en ont fait plusieurs du coup de VF, mais la toute première que j'ai eue, je la trouvais absolument pas du tout adaptée. C'est genre, tu un gars de je sais pas, à l'époque, il avait une quarantaine d'années et la voix française, c'était la voix d'un gars d'une vingtaine d'années. D'accord. Donc pour moi, ça n'allait pas et tous les Star Trek, généralement, bon, on va dire, c'est pas très compliqué parce que c'est vraiment à part ce qu'ils appellent, babble technologique où ils inventent des mots, qui ne veulent rien dire, Mmh. pour expliquer la pseudo-science du 24e siècle. Mais autrement, c'est pour moi, je trouve que c'est très facile à suivre en anglais parce que c'est très posé, c'est très bien. Il y a un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, j'ai commencé à le regarder en VO, qui s'appelle, The Revenant Oui, avec DiCaprio. DiCaprio Mmh. et c'est qui aussi? Il y a, Tom Hardy. Tom Hardy, merci, j'avais Tom Brody, je sais pas pourquoi, mais Tom Hardy et par contre, quand Tom Hardy c'est comme les un autre film avec DiCaprio qui se passe à New York, c'est du vieil anglais, Gangs of heu, New York. voilà et des c'est honnêtement, moi, je comprends pas tout ce qu'ils disent donc bon, bah, des fois, je passe, soit j'insiste et je mets le sous-titre, Mmh. c'est quand c'est possible ou alors je passe directement en VF et pour le coup, bah, la VF, là, c'est bizarre, je comprends bien. C'est bizarre. Dans les années, milieu des années 80, il y a un film que j'ai bien aimé en VO et en VF, c'était donc, SOS Fantôme. Mmh. Sauf que, bah, ils sont pas drôles au même endroit et l'humour est pas le même de toute façon, mais j'adore les 2. Et ce qu'il y a dans tout ce qui est VO, c'est les intonations qui sont complètement perdues dans le doublage français. Nous, par exemple, si tu prends L'Arme fatale et si tu prends Braveheart, c'est Mmh. le même acteur qui fait le doublage, très bien, très bon doublage, sur, Mel Gibson. Sauf que, bah, le film là, de Mel Gibson, où il fait William Wallace, il a un accent Braveheart. écossais. Braveheart, il a un accent écossais. Mmh. Alors, c'est rien du tout, mais bah, voilà, ça colle plus à la entre guillemets «à la réalité». C'est plus immersif. Bah, moi je trouve et moi je préfère la VO le plus possible. Après la VF, elle est très bien aussi comme j'ai dit tout à l'heure, on a des doubleurs impeccables. Mmh. Et par exemple, j'ai déjà vu des films français. Généralement, quand c'est, exporté, aux États-Unis, ils s'embêtent pas à doubler. Ils refont le film parce que les Ouais. Américains, ils sont pas ça les fatigue de lire ou enfin bon bref, je ne sais pas. Mais voilà, les Anglais, des fois, ils passent quand même par le sous-titre. Ils font pas forcément de doublage, Mmh. mais ils passent par un sous-titre. Mais je trouve que non, au niveau doublage, nous en France, on est quand même bon. On est On est quand même chanceux. on tombe vraiment pas trop à côté par rapport à d'autres pays qui font, pas tout le temps, mais souvent n'importe quoi. Mais bon, c'est juste un avis personnel. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Alors, plutôt Rick Baker ou Rob Bottin? Oh mon Dieu! Heu, Le face-off. ouais, alors, j'adore ce que fait Rick Baker, mais alors je suis un fan inconditionnel de Rob Bottin, de toutes les créations de Rob Bottin. Mais, toi, c'est comme Cronenberg et Carpenter, c'est vraiment du, ex aequo à 2 millimètres près, quoi. Mmh. Heu, honnêtement, avec la tonne de travail qu'a fait Rick Baker et qui continue à faire toujours parce que Bien tu sûr. peux le suivre sur Insta. Insta, il fait toujours des trucs et c'est formidable. Mmh. Heu, Rob Bottin, on ne sait pas où il est, on n'a plus de nouvelles, mais il a quand même fait pour moi, c'est on va dire les 3 maquillages les plus marquants pour moi à l'époque, Mmh. mais ça reste, bah, c'est Robocop, c'est, Darkness de Légende Ouais. et puis, c'est, The Thing. Eh oui. Ah ouais. Et là, bon, bah, voilà, même si, Rick Baker, il en a fait plein, il a fait Thriller, il a fait d'ailleurs, j'ai appris il y a pas très longtemps, un des gars avec qui j'ai bossé à Stockholm,
sur le Déméter, Mmh. a fait partie de l'équipe de maquilleurs sur le clip, Thriller, et on peut même le voir, il fait partie des zombies Les zombies. Mmh. de fond d'écran, et je me dis: «Ah ouais, d'accord, OK». Pour ce que Rick Baker a amené aux effets spéciaux de maquillage, aussi bien son talent que ses connaissances, que les innovations qu'il a faites, non mais c'est voilà. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont tout au-dessus avec lui, parce que la plupart sont morts, malheureusement, Ouais. mais en gros, mon trio de tête, ça a toujours été, pas forcément dans cet ordre-là, mais c'était Rick Baker, Stan Winston et Rob Bottin. Ouais. Les autres arrivaient, pas très loin derrière, mais ils étaient pas vraiment devant. Mais voilà, sans, Rick Baker, on n'aurait pas des Norman Cabrera, sans, Rob Bottin, on n'aurait pas des Steve Johnson ou des Rick Baker. Voilà, même si Rick Baker, il a longtemps été un protégé de Dick Smith. Voilà, donc non, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrets comme Kazuhiro qui est venu en France, avec qui j'ai discuté. Puis, quand il est venu à Strasbourg, je faisais la traduction. Donc il y a des gens qui sont, fabuleux, et la plupart des gens comme ça que je connais n'ont pas la grosse tête. C'est ça qui est bien, c'est, «Ouais, ah bah, oui, j'ai fait ça, mais ouais, bah, ouais, bah, ils mettent ça sur le compte de: «Ouais, bah, j'ai fait ça parce que ça me plaisait, c'est la passion». Mais non, mais tu te rends pas compte du truc que tu as fait un truc il y a 30 ou 40 ans, et ça tient toujours le défi du temps maintenant. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est ces gens-là qui ils font partie de la légende et qui sont encore là, la plupart, pour raconter des anecdotes et raconter ce qu'ils ont fait. Mmh. Et ah bah, Robocop, de toute façon, je pense pas qu'on puisse faire mieux, même si maintenant tu as plein de nouvelles méthodes avec, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les imprimantes 3D, les trucs pas en synthèse, mais enfin si, il y a de l'image de synthèse, mais de faire ce costume-là, de cette façon-là, avec les matériaux qu'il y avait à l'époque, ouais. De faire un film comme, The Thing, où ils inventaient quasiment au fur et à mesure les effets pour les mettre sur pellicule. Et puis, bah, Darkness, c'est incroyable de penser que Darkness, c'est Tim Curry qui est Tim Curry, dessus. ouais. Ah oui, mais c'est Et clair, c'est clair. et là, tu te dis: «Attends, le gars qui fait j'allais dire le concierge dans, Maman, j'ai raté «Maman, j'ai l'avion», raté l'avion», ouais. c'est lui qui ah d'accord, OK. Et puis toutes les créatures bah, de légende, que ce soit les nains, les elfes, la sorcière du marais, magnifique, magnifique. Non, c'est clair. Enfin, moi j'ai grandi là-dedans et je me suis toujours demandé: «Mais comment ils ont fait ça?» Et Darkness, c'est, on va dire, mon démon préféré. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres aussi, mais j'adore la forme. C'est simple, c'est un peu comme, Robocop. C'est simple, ils sont épurés, mais c'est exactement les volumes et le poids ressenti quand tu regardes une image, Mmh est mh. exactement là où ça doit être. Le remake, par exemple, de Robocop, d'accord, ils lui ont fait une armure qui est pas vraiment une armure, ça ressemble plus à un costume de Batman. Alors, il y a plein de petits détails, il y a plein de lumière, mais on s'en fiche de ça. Le Robocop de 87, il fallait que ce soit un croisement entre un tank et une Chevrolet, ou je ne sais plus quelle voiture de l'époque, Mmh. un truc mastoc. Et bah, ça se ressent dans les lignes, dans la façon qu'il a de bouger, et voilà, c'est un tank. C'est pas un gars qui va se mettre à courir et à sauter dans tous les coins. C'est non, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose que tu peux pas franchement stopper, Mmh. et que s'il en a après toi, ben, tu peux c'est un peu comme le Terminator, Oui, Terminator, ouais, bien sûr. si sa mission c'est de te descendre, tu peux pas l'arrêter, tu peux pas discuter avec lui, tu peux pas marchander. Sa mission c'est de te détruire et il ira jusqu'au bout. Et ben, Robocop, dans le côté, j'ai une mission et je ne m'arrêterai que quand j'aurai atteint mon objectif, voilà. C'est comme ça que je le vois maintenant, Non, mais effectivement heu et notamment sur, Darkness, dans Legend, c'est clair que pour beaucoup de gens, quand tu demandes la représentation du diable, les ouais, gens ont ça en tête et la force du personnage, c'est qu'il est magnifique oui, et qu'en fait, tu crois en son côté, séduisant. voilà.
C'est énorme quand même, c'est C'est énorme. exactement ça et c'est vrai qu'il est magnifique et il apparaît, en tout et pour tout, il doit apparaître 6 minutes dans le film. Parce que c'est des petites apparitions assez courtes qu'il fait. Donc, mis à part que c'était le premier film de Tom Cruise ou un des premiers, Un des premiers, ouais. honnêtement, j'ai pas regardé le film, pour, Tom Cruise. J'ai regardé déjà parce que c'était un film de Ridley Scott et puis que, bah, c'était filmé dans les studios où j'ai bossé Mmh. et puis, bah, oui, Bob Bottin et puis des trouvailles, qu'on ne retrouve guère que longtemps après dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Ouais, bien sûr. Ce genre de maquillage qui alors, les personnages sont typés, mais ils sont suffisamment bien faits. Tu as un gars avec un gros nez, il est petit, d'accord, OK, d'accord, mais c'est pas grave, ça rentre dans l'histoire complètement, il y a aucun souci là-dessus. En plus, à l'époque de Légende, je jouais beaucoup à des jeux bah, comme dans, Stranger Things, bah et Donjons et Donjons et Dragons, Dragons. À l'époque, je me rappelle, en même temps que Donjons et Dragons, il y avait un truc qui s'appelait l'Œil Noir. d'accord. C'était le même principe, quoi. C'était, truc de plateau et puis, ça se passait quasiment tout dans la tête et puis il y avait un maître de cérémonie qui te disait: «Tu lances les dés, machin, tu ça qui t'arrive». Voilà. Exactement pareil et franchement, moi, je me suis nourri de toutes ces images de sorcières, de démons, de machin. Ça rentrait bien dans un espèce de fantasme, qui allait bien avec, ce qui m'intéressait dans le cinéma et puis dans ce que je commençais à faire, les maquillages et tout donc finalement, je me dis que Mmh. c'est un tout finalement. Tout à fait. Donc, bah, donc plutôt Rick Baker, pour ce qu'il a apporté aux médias, on Voilà, va dire. et encore une fois avec, quasiment ex aequo, mais franchement à un poil de cheveux, Rob Bottin juste derrière ou quasiment à côté, quoi. Ça marche. Je sais que c'est pas gentil parce que c'est pas, A ou B, c'est A virgule B. Ouais, mais, tu Mais sais, c'est pas grave, hein. Bah, notamment, tu vas voir avec la question d'après, j'en ai beaucoup oui, qui me font un espèce de mix entre les 2. Tu vas voir. d'accord. Alors, c'est plutôt gore ou horreur psychologique? Plutôt horreur psychologique. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à amener et alors le gore, c'est relativement facile. À titre d'exemple, si tu fais une blessure et que tu arrives pas à la poser correctement et que bon, bah, les bords se voient et compagnie, bah, tu as un peu tendance à rajouter du sang un peu partout pour noyer un peu le poisson et pour moi le gore, c'est facile. Quand on parle gore, c'est vraiment les effusions de sang de partout. C'est pas juste, bah, tu te prends un coup de couteau, tu saignes ou une balle, tu saignes. C'est nor Oui, mais ça, c'est normal. Là, c'est normal. Quand on parlait de Branded, bah, là, bah, pour le coup, c'est gore, mais bon, c'est over the top, donc bon, ça compte pas vraiment. Par contre, dans, American Horror Story, il y a Mmh. beaucoup d'horreur psychologique et beaucoup de gore. Donc, ouais, il y a une balance à faire, un espèce d'équilibre, mais de loin, je préfère quand même l'horreur psychologique. Par exemple, dans L'Exorciste, Mmh. c'est pas les scènes où le démon vomit son truc vert, où la nana se prend le crucifix ou balance sa mère. Les scènes comme ça, c'est violent exprès pour atteindre le public, mais à un niveau personnel, ça m'a atteint beaucoup plus. C'est le rapport que Caras avait avec sa mère et puis tout ce qui en fait n'est pas horreur, on va dire. Tout ce qui est vraiment psychologique et tout ce qu'il y a dans la tête du curé et dans L'Exorciste 3, parce que bon, L'Exorciste 2, on va l'oublier, hein, il est D'accord. pas non, je sais pas si tu l'as vu? Non, non, j'ai pas vu le deuxième. Alors c'est Richard Burton qui est dedans et ils remettent, Régine, enfin, Oui, la première, enfin, c'est la période où ils nous francisaient les prénoms. voilà. Donc effectivement, on a eu Régine au lieu de Regan, on a eu Jackie à la place de Jason Voorhees dans Vendredi 13 et on a eu Michel à la place de Michael Myers. Donc ils auraient pu l'appeler Michael, mais ils l'ont appelé Michel. Michel. Bon, c'était à peu près dans la même période où Chewbacca s'appelait Chic Tabac et puis, C3PO s'appelait Z6PO et Han Solo s'appelait Yann Solo. Mais Yann, tout et à fait, oui. et le Millennium, Condor s'appelait, pas le Millennium Falcon, enfin bon, le Faucon Millennium. Mmh mh, Enfin mmh. bon, bref et et du coup, le 3.
il y a des scènes gore, on va pas se le cacher, mais moi ce que je trouve plus intéressant parce qu'à un moment donné le personnage du flic, qui intervient dans le premier, Mmh. il intervient sur une autre série de meurtres. Mmh. C'est plus ou moins lié avec le premier épisode. Il y a une histoire de démons, tout ça, mais à un moment donné, il visite un asile de fous où est interné un gars qui dit se prendre pour le démon Pazuzu, voilà. Le Et lien avec le premier, ouais. voilà. Mmh. Et donc le gars qui est interné, c'est, Brad Dourif. Donc là Oui, déjà lui, Chucky, voilà, lui tout seul déjà il fait peur. c'est clair. Mais dans l'asile, de fous, tu vois, c'est le côté, glauque que tu retrouves aussi dans, American Horror Story, où tu vois les gens dans leur côté le plus miséreux, le plus misérable, le plus Le côté sombre un le peu de l'humanité, voilà, le côté le plus vulnérable de la personne et là, contre toute attente, alors que tu es bien miné, tu es bien en train de te dire: «Ouais, c'est quand même pas un endroit où j'ai envie d'aller». Il va pour sortir et au moment de sortir, il y a un plan en contre-plongée où tu vois l'inspecteur qui va pour s'en aller et tu vois le plafond et au plafond, il y a une mamie qui marche à 4 pattes comme une punaise. comme une araignée, ouais. Voilà et là tu te dis, D'accord. «Ah ouais, il y a un truc quand même», mais bon, j'aime bien le 3. Il est pas aussi, célèbre que le premier, mais il est franchement bien. Moi, j'aime bien en tout cas. Ces dernières années, j'ai l'impression il y a un retour un peu sur ce troisième épisode là où, j'en entends moi de plus en plus, parler en tout Bah, cas. il me semble qu'en début d'année, ils parlaient de le remasteriser, de le ressortir en Blu-ray ou en 4K. Parce D'accord. qu'à un moment donné, il était vraiment très difficile à trouver rien qu'en DVD. Alors tu trouvais des versions italiennes, des versions portugaises, ou même allemandes, mais Mmh. avec la piste, audio française, c'était un poil compliqué. Donc bon, affaire à suivre, mais ouais, pourquoi pas. Et la petite dernière «Oh, c'est donc, déjà fini? Ah bah non!» ah bah oui, mais ça veut pas dire qu'on va arrêter de discuter pour «Ah autant. bon, d'accord». Et donc la dernière question, c'est plutôt Spielberg ou plutôt Lucas? Ah bon, allez, on va dire Spielberg, bah, pour plein de raisons et Lucas, on va dire, principalement pour, Star Wars, parce que bon, même si, j'aime pas vraiment, l'épisode 1, 2, 3, l'épisode 7, 8, 9, ils sont pires que ce qu'a fait Lucas. Ah, c'est clair. Non, mais c'est comme Star Trek, si tu veux, la série originale avec Kirk sur 3 ans, bon, c'est pas ma préférée, mais elle a au moins le mérite d'avoir lancé une franchise qui fait que les suites qui sont venues après, elles sont fantastiques. Mais Star Wars, c'est la même chose. Le fait qu'il ait fait la première trilogie, l'original, ça a permis d'avoir tous les épisodes, enfin toutes les séries qu'on a, malheureusement avec plus ou moins de succès. Pour moi, la meilleure série qu'on a après l'épisode 4, 5, 6, c'est le Mandalorian. D'accord. Boba Fett, le livre de Boba Fett, j'aime bien le premier épisode, on va dire les 10 premières minutes où en fait il montre comment il s'est sorti du Sarlacc. Et puis après, les 2 épisodes préférés, c'est les 2 épisodes où il y a le Mandalorian et où il y a pas Boba Fett. Parce que le personnage, à un moment donné, tu te demandes: «Mais qu'est-ce qu'il fait là?» Il est pas intéressant, il se passe rien, c'est long, non, le Mandalorian, ça a le mérite de se recouper avec tout ce qui a été fait avant. Si on est fan, on sait de quoi ça parle. Ça te parle de personnages que tu peux voir dans Rebelle, ça te parle de personnages que tu peux voir Mmh. dans telle ou telle série ou tel dessin animé qui traite de la guerre des étoiles. Donc non, c'est là, je sais qu'ils vont sortir, Ahsoka bientôt Tout à et fait. franchement, Rosario Dawson, elle est magnifique. Enfin, j'ai toujours aimé cette actrice-là, mais dans le rôle d'Ahsoka, mais ça lui va comme un gant. Ça lui va vraiment comme un gant. Donc, en partant du principe que c'est Favreau et puis c'est Filoni, je crois. Donc, je pense qu'il y aura des bons trucs. OK, Mais bah, c'est voilà. cool. C'est cool, mais effectivement, oui, j'en entends parler d'Ahsoka, effectivement. Ça et The Bad Batch aussi. Alors, The Bad Batch, ça va avec la Clone Wars. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par Bad Batch,
puis là, Mmh. je me suis fait toute la série des Clone Wars. Effectivement, ceux qu'on appelle les Bad Batch arrivent dans la dernière saison et tu comprends après bah, pourquoi ils sont comme ça et compagnie. Mais ça a au moins le mérite d'être un petit peu cohérent et que les choses se recoupent et que bon bah voilà, c'est pas comme dans, on va dire, l'épisode 7 et 8 et 9 où bah ils réinventent ce qui est possible de faire ou pas faire dans l'univers de Star Wars et puis bah ça tombe à l'eau quoi. Ouais. Mark Hamill, pour lui, il a dit que bah, son personnage de Luke c'était fini, mais il a clamé haut et fort au moment où les films sont sortis qu'il aimait pas du tout le rôle et la façon de jouer qu'il avait dans cette nouvelle trilogie. Pour lui, Mmh. c'était pas le personnage qu'il avait dans la première trilogie. C'est absolument pas. C'est un cousin, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas le personnage qui était garçon de ferme au début, puis qui est devenu un chevalier de Jedi à la fin. C'est pas du tout ça. Mais bon. C'est clair. Ça marche. Bah, écoute, j'en ai fini avec mes Ah, moi, du questions. tout. Je te remercie énormément du temps Ah que bah, tu m'as non, accordé. merci à toi d'avoir passé tout ce temps à m'écouter déblatérer n'importe quoi des fois. Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir en tout cas. Je renvoie donc nos auditeurs vers les différents liens que je vais mettre, que ce soit vers tes réseaux sociaux ou vers les différentes, choses que tu as, pu citer, pendant l'épisode, les différentes D'accord. références. Et puis voilà, je te remercie énormément et je te dis À à bientôt. bientôt, merci. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.